بسم الله الرحمن الرحيم. C'est encore une journée de plus. Rien d'autre. Bon, je suis un peu obstiné. Alors, on discute et à la fin, je dis, écoutez, votre Excellence, c'est ni pour vous ni pour moi. Cette résolution, c'est pour les enfants qui vont naître. Elle était enceinte. Mais moi, je ne savais pas. Quand j'ai dit ça, elle a changé d'attitude. Et j'ai vu ses yeux, parce qu'elle était enceinte. Vous voyez la sensibilité jusqu'où. Elle a compris quelque chose que moi, je n'avais pas compris. Elle a tout de suite fait la relation avec l'enfant qu'elle porte. Et là, je vois qu'il y a une humanité. Ça, c'est comment, quand on agit avec sincérité, avec humanité, on touche. C'est pas qu'une question, les politiques. C'est des hommes comme nous. C'est des êtres comme nous. Mais si on vient en tant que politique défendant des intérêts de ceci, de cela, de droite, de gauche, de en haut, d'en bas, je sais pas, ou si vous touchez les cœurs, vous voulez vraiment parler de l'intérêt commun. Oui, il y a des voyous. Il y aura toujours des voyous. C'est sûr. Mais la plupart des êtres humains, si vous avez touché leur cœur, eh bien, donc, pour la Méditerranée, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est toucher, c'est l'intérêt général. La Méditerranée est en train de mourir. Les microplastiques, chacun de nous mange par mois vous savez, la carte de crédit, là. Et on l'a fait manger à nos enfants. Donc, est-ce qu'il faut donner du poisson à nos enfants ou pas? Donc, essayons de revenir, je ne sais pas, vers la raison. Si la sagesse aujourd'hui a déménagé, est partie, au moins la raison. Voulez-vous que je vous dise? Donc, les politiciens, eh bien, il faut leur parler aujourd'hui un autre langage que le langage politique. Je suis pas contre vous, je suis avec vous. Mais changeons ensemble. Ce système est en train de nous tuer à petit feu. Moi, j'ai des petits-enfants. J'ai mes petits-enfants. Qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais leur laisser après moi? Une terre polluée, des mers polluées, de l'air pollué, des forêts qui brûlent. Le Covid est venu brûler quoi? Il a touché les poumons, la respiration. Nous sommes en train de voir la respiration de la terre, elle est en train de brûler. Nous la brûlons. Les forêts, c'est les poumons de la terre. Nous les brûlons. Consciemment ou inconsciemment. Pour en tirer profit. Pour cultiver, je ne sais pas, du soja ou autre chose. Mais nous sommes emmenés par l'illusion toujours de l'avoir encore plus, et nous oublions l'être.
question. Oui. N'avez-vous pas votre niveau de discussion, quand vous dites atteindre le cœur, l'être, l'essence même de l'âme? Pardon. Vous n'avez pas l'impression que le monde dans lequel on vit, parce que vous avez très bien, vous avez fait appel à l'exemple du Covid, le Covid a quand même, nous a rassemblés dans notre peur en tant qu'être humain. On a pris conscience justement qu'un petit virus pouvait mettre en échec des économies. On a tous eu peur d'un crash économique. Nous vivons aujourd'hui une guerre entre l'Ukraine et la Russie. On a l'impression qu'on a oublié la période du confinement qui nous a arrêtés. Vous, en tant que penseur, n'avez-vous pas l'impression que l'être humain, finalement, n'est pas mûr, que l'humanité est une sorte, parce que vous avez dit qu'on était unis, donc on est unis dans notre diversité, par nos couleurs, etc. Et dans notre unité, est-ce qu'on n'est pas tous, finalement, pas mûrs, et on est tout simplement des adolescents qui n'avons pas compris l'essence même de la vie, qui est basé sur la paix, comme vous le prêchez là, et on n'apprend pas, on oublie les guerres, on oublie tous les crimes qu'on a commis en tant qu'être humain contre les autres, nos autres semblables, on a oublié tout ça. On oublie là, tout récemment, la crise du virus de la Covid, et on reprend des guerres, on reprend cette volonté d'avoir ce pouvoir, comme vous le dites, et cette guerre énergétique, cette guerre économique. Donc, comment est-ce qu'on pourrait atteindre ce niveau de maturité au niveau général? Est-ce qu'il ne faudrait pas investir peut-être dans les formations et que dès le départ, parce qu'on n'est pas mûr, nos États ne le sont pas, et ceux qui nous gouvernent le sont encore moins. Parce que on nous a unis, certes, on a essayé d'être solidaires pendant la crise de la Covid, et là on oublie. Et on est en guerre économique, encore une fois, en guerre pour avoir plus de territoire, plus d'économie. Et du coup, je m'interroge justement sur notre maturité à recevoir ce message, à l'accepter, et derrière de mettre en œuvre les moyens pour atteindre cette maturité, cette paix à la fin, qui peut-être nous aidera à mieux vivre ensemble et respecter notre environnement. Merci. C'est la J'aimerais approfondir un peu la question qui a été soulevée par madame, à savoir que, en réalité, je crois qu'il faut reconnaître, que chaque individu reconnaisse qu'il y a de la violence en lui-même. Déjà, en partant de là, on peut éventuellement, en ayant pris conscience de cela, agir dans le bon sens. Parce que je crois qu'il faut arrêter de rendre responsable aussi les autres de ce qui se passe. Nous avons une part de responsabilité dans nos actions au jour le jour. Et à mon avis, je crois qu'il faut que chaque individu se prenne en charge et s'interroge sur sa raison d'être sur cette terre. Voilà. Pour le faire dès l'enfance. Donc, on revient à l'éducation. Oui, je vous en prie. Je voulais corroborer ce qui vient d'être dit. Effectivement, chez l'être humain, il y a une part de pulsion destructrice, de pulsion de mort. Est-ce que, donc on a effectivement une part de responsabilité individuellement. Moi, en vous écoutant, je suis effectivement séduite par l'idée de mettre en œuvre des dispositifs qui permettraient une éducation à la culture de la paix. Peut-être qu'il faudrait effectivement commencer, que l'humanité, qu'il est temps, face à l'éminence de la destruction. Et donc j'en reviens à ma question sur la pulsion de mort. Est-ce que c'est quelque chose, voilà, qui peut se domestiquer? Est-ce qu'effectivement on peut domestiquer cet aspect-là de nous-mêmes? Parce que si on arrive à réfréner notre appétit
de convoitise, enfin voilà, de désir de profit, de désir de pouvoir sur les autres, hein, parce que c'est quelque part aussi une forme de prolongement de cette pulsion de mort. Est-ce que voilà, est-ce que c'est possible de domestiquer la pulsion de mort? Et parce que il faut partir de là, quoi. Il faut partir de l'individu. C'est l'individu. La pulsion de mort, elle est individuelle, mais elle est aussi collective, puisque de toute façon, on n'est que des additions d'êtres humains côte à côte. Et pour faire société, il faut bien que, voilà, on fasse taire cette violence en soi. Alors, je vois que nous tournons toujours autour de la même question. Je vous prends l'exemple d'un colloque sur c'est des exemples parlants. Nous avons réuni en 2018, à travers la Fédération internationale des mathématiques, les meilleurs mathématiciens des 4 coins du monde. Donc il y avait des universités à la fois européennes, c'est-à-dire la France, l'Italie, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, Chypre, Malte, mais aussi l'Afrique du Sud, le Sénégal, des pays africains, la Tunisie, l'Algérie, le Liban, l'Iran, la Russie, les États-Unis. 27 universités ont travaillé pendant 1 an sur le vivre ensemble et les mathématiques. Il est sorti de cette expérience pendant 1 an de travail dans cette rencontre. Donc chaque université a travaillé sur des ateliers, comment percevoir le vivre ensemble mathématiquement, parce que les mathématiques, d'abord, c'est une matière universelle, les mathématiciens parlent la même langue, les chiffres, c'est le même chiffre. Et deuxièmement, on ne peut pas tricher avec les mathématiques. 0 c'est 0, 1 c'est 1. Si vous vous trompez d'une virgule ou d'un zéro, tout est faux. Donc c'est des universités qui ont travaillé sur le vivre ensemble mathématiquement. Et l'économie, le vivre ensemble, et la société, le vivre ensemble, et ceci. Donc chaque université a travaillé sur un thème précis en relation avec le vivre ensemble. Et il est sorti donc, de ces travaux des actes en anglais et en français. Les actes de ce colloque qui a duré 15 jours. Et on a présenté ces actes à des chefs d'État. On les a présentés à des ministères. Tout le monde a été surpris. Ah, vous avez fait, ah, c'est excellent. Nous, dans notre intention, c'était de mettre en route dans les manuels ou dans le système scolaire, de rajouter cette notion de vivre ensemble. Comment on peut parler mathématiques. Donc la science la plus exacte possible. C'est pas de la philosophie. C'est pas de la sociologie. C'est des mathématiques. Et là, on attend toujours. On attend toujours. Aucun pays, jusqu'à aujourd'hui, a dit bon coup. Moi, ça m'intéresse, je vais l'inclure dans mon système scolaire, dans mon système de... Donc, ça veut dire le retard qu'on a, oui, non, mais oui, nous sommes encore, peut-être la maturité de l'humanité n'est pas encore, et que c'est peut-être par l'épreuve qu'elle va arriver. Le Covid n'a pas réussi à nous unir. Attention,
On n'était pas unis dans le Covid. Faut pas le... Parce que, je me souviens qu'on a envoyé à tous les chefs d'État et aux Nations Unies, on avait signé une pétition pour que le vaccin soit universel. Et qu'il ne soit pas payant. Qu'on mette tout en commun. Tous les chercheurs du monde entier se mettent en commun et qu'on puisse sortir un vaccin qui soit universel. Donné à l'humanité tout entière. Ça n'a pas été. Ça n'a pas été. Et les pays pauvres n'ont eu, disons leur part, que bien plus tard, quand on ne savait pas quoi faire avec ce qui est resté. Et souvent, c'était des vaccins publics. Donc, on n'est pas sorti unis, malheureusement. La Chine a fait son vaccin, les Russes ont fait leur vaccin, les Américains ont fait leur vaccin, les Anglais ont fait leur vaccin, les Allemands ont fait leur vaccin, etc., etc. Quelle unité? On n'est pas sorti unis. Au contraire, ça a montré l'égoïsme de chacun. On a dévié des avions pour prendre des masques qui étaient destinés à certains pays. Vous connaissez, on ne va pas refaire l'histoire. Mais on a vu des choses qui étaient invraisemblables. Donc, aujourd'hui, il faut revenir vers l'éducation. On ne peut pas demander à des gestionnaires de politique ou économique s'ils n'ont pas reçu l'éducation. Parce que cette éducation, très tôt, ça marque. Il faut que cette graine de la culture de paix soit plantée très tôt. Je vais vous donner un exemple, mais vraiment enfantin, comment, dans certaines écoles qui pratiquent aujourd'hui cette pédagogie, les enfants, on leur dit, mais quel est votre prénom? Alors, chacun écrivez votre prénom, ils écrivent leur prénom, et puis on a Paul, Jacques, Pierre, Ali, Saïd, etc. Et on leur dit, regardez entre vous, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez des lettres que vous partagez? Ah oui, moi j'ai un S. Ah, Saïd, j'ai un S, et c'est avec Sébastien, moi j'ai un N, c'est avec Manuela, moi j'ai un N. Et il commence à voir qu'il y a des lettres en commun. Et ça fait des fils, ça fait des liens. Ah tiens, j'ai une lettre de chez moi, j'ai 2 lettres. Là, avec celle-là, j'ai 2 lettres, avec l'autre, j'ai peut-être 3 lettres. Et les enfants commencent à se voir autrement. Le fait même que par leur prénom, ils ont des liens. Et on leur dit, bon, maintenant que vous avez trouvé des liens par votre prénom, imaginons que, essayons d'écrire le mot soleil. Qui est-ce qu'il y a une lettre qui fait partie de ce mot soleil? Et les jeunes, et les enfants, moi j'ai un S, moi j'ai un O, moi j'ai un E, moi j'ai un I, moi j'ai un L. Et par là, soleil, puis on part vers la mer, puis le chien, puis le chat, puis l'arbre, et on voit que dans une classe de 28, ou une vingtaine d'enfants, et bien l'univers est là. Toute la connaissance est là. Par leur prénom, ils découvrent qu'ils sont liés les uns avec les autres, mais aussi au soleil, mais aussi au ciel, mais aussi à la mer. Parce que les 26 lettres de l'alphabet contiennent toute la connaissance, tout ce qu'on dit, tout ce qui a été écrit depuis. Tout mon patrimoine culturel, il est inscrit dans les 26 lettres pour la période française, peut-être 28 pour l'arabe,
Peut-être pour la chinoise, peut-être un peu plus ou moins. Je ne connais pas la famille chinoise. Donc, et nous commençons à nous dire, mais alors, on est quoi? Eh bien, on n'est que les lettres de l'alphabet. Seulement une lettre toute seule, séparée. Un A séparé, ça restera A, c'est tout. Un B, c'est B, un S, c'est S. Mais une fois reliés, les uns avec les autres, ça donne du sens. On commence à donner du sens. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Si nous n'oublions pas les uns avec les autres, et nous donnons du sens, et le sens, on peut donner, on peut écrire amour, mais on peut aussi écrire avec d'autres lettres, N. On peut écrire P, et on peut écrire guerre. Et le choix nous en revient. On s'associe pour écrire guerre, ou on s'associe pour écrire P. Quel sens nous voulons donner? Vous me comprenez? Non. C'est pas grave, ça va aller. C'est sorti tout seul, pardon. Je répète là-bas. Dans quel sens nous voulons donner? Et ça, c'est de la responsabilité de chacun. Et c'est là où ça devient une responsabilité individuelle pour qu'elle devienne collective. Je m'associe à celui qui, oui, pour donner du sens à la paix, ben, je m'associe avec les lettres qui parlent de la paix. Où je veux la guerre, je m'associe à eux. Ou je m'associe avec ceux qui veulent l'amour, ou bien je m'associe. Et là, on commence à changer complètement d'attitude, et on découvre qu'il y a deux pouvoirs, en fait, qui nous régissent. Deux pouvoirs. Il y a le pouvoir de l'amour, et il y a l'amour du pouvoir. Qu'est-ce qu'on choisit? À chacun de nous. Et là, c'est deux. C'est deux attitudes. Oh oui! Le pouvoir de l'amour, ou l'amour du pouvoir. Et vous savez tous, nous sommes l'un et l'autre. Il n'y a pas besoin d'être... parce que nous l'avons vécu et expérimenté dans la vie. Je profiterai peut-être de ce passage pour vous demander un peu plus de renseignements, d'informations par rapport au guide que vous avez mis en place à travers l'association ANSA, qui vise à aider les gens à s'orienter vers l'éducation de la paix, justement, la culture de la paix, d'un côté. Et d'un autre aussi, j'ai vu sur ce même site que vous avez l'ambition d'édifier des maisons de la paix et des écoles aussi de la paix, et j'aimerais bien en savoir un peu plus. Ben écoutez, cette année, on a consacré, depuis que la guerre en Ukraine a commencé, nous, on a construit un jardin qu'on a appelé Garden of Peace, en Hollande. Donc il faut être fou. Et ce Garden of Peace, il y a des milliers de personnes qui sont venues. Donc on a symbolisé, vous pouvez le voir, hein, il est sur Internet. Donc, on a pris la spirale, le nombre d'or de la spirale. Donc, c'est comme un escargot, le nombre d'or. Et puis on a planté par continent, nord-américain, sud-américain, l'Afrique, l'Océanie, l'Asie, l'Europe, des plantes de chaque pays, pas de chaque pays, de chaque continent, pardon, parce que chaque pays, ça fait beaucoup.
Donc, et ça a été un moment et un endroit où on a essayé de parler de cette culture de paix. Et je vous invite, puisque vous pouvez aller sur le site et voir sur quoi on pose comment on a fait cette pédagogie de la culture de paix. Il y a encore à faire, ce n'est qu'un début. Il y a encore à améliorer, il y a encore à faire. Il n'empêche qu'elle existe et que ceux qui le souhaitent, ils peuvent aller sur Internet et se former, prendre des notions de cette culture de paix, et surtout pour ceux qui sont dans l'éducation. Les gens qui sont dans l'éducation. Vous l'avez conçu comment? Vous êtes fait aider par des psychologues? Absolument, absolument. Il y a toute une équipe il y a des psychologues, il y a aussi des universitaires, des pédagogues, hommes et femmes, et puis c'est international. C'est des gens des universitaires de France, mais aussi d'ailleurs, d'Allemagne, de Belgique, de l'Indonésie, de l'Algérie, de Tunisie. Donc, on a essayé pour que ça soit universel. Il n'y ait pas juste que ça soit vraiment quelque chose d'universel, qu'elle ne soit pas liée à une culture donnée, que ça soit ouvert un petit peu à ce qu'aujourd'hui, un enfant puisse, en étant en France ou en Espagne, par exemple, chez les Espagnols et les Sud-Américains, ça marche très très bien. Et aujourd'hui, en Algérie, on a 13 écoles qui marchent avec ça. Et au mois de juillet, on a ouvert la première maison de la paix à la Casbah. Ça a été inauguré le 24 juillet de cette année. Ça demandait 3 années de travail. Donc, si un jour vous passez par Alger, donc allez à la Casbah, vous allez voir la maison de la paix. Donc, il y a dedans d'abord des expositions, et il y a aussi des formations, on forme des formateurs, c'est-à-dire on forme des institutrices, instituteurs, des gens qui viennent, qui se forment dans le scolaire, le primaire, et qui viennent un petit peu se familiariser avec cette éducation à la paix. Mais malheureusement, encore une fois, parce que nous, on aurait souhaité que ça soit les États, ça soit les ministères de l'éducation qui prennent ça en charge. Donc, nous, on est une association. On ne peut pas faire grand-chose, c'est une goutte dans l'océan. Mais est-ce qu'il y a un enseignement dispensé aux enfants? Actuellement, il y a 13 écoles et une école qui vient d'ouvrir en Hollande, donc, où le ministère de l'Éducation hollandais a fait une école pilote, donc, dans la ville de Mer, donc qui a ouvert cette année, le mois de septembre. Donc c'était une école pilote. Et s'ils voient que ça marche, donc ça pourrait un petit peu peut-être se répandre en Hollande. Mais en France, malheureusement, jusqu'à présent. Pardon? Parce que l'enseignement public ou le ministère public a déjà délégué beaucoup de choses à des sociétés privées. Le gosse a à disposition du Coca-Cola, certains endroits, pas partout. Les cantines sont externalisées, etc. Le bien commun est déjà disparu. Tout est mentionné et tout. Non, mais. Il y a encore de l'espace, Oui, si je vous dis ça, vous continuez, qu'est-ce que je vais faire? Mais j'ai 60 ans, je me souviens quand même, c'est pas un âge béni, il y avait une cantine commune, etc. Et c'était inclus dans, voilà, on n'y repas énormément, justement du vivre ensemble, etc. Et on n'avait pas les distributeurs, etc., vendus à des sociétés, etc., ramifiés à, etc. Donc les profs ont des cartables, participent à des cartables électroniques, à un système informatique qui appartient à des sociétés et qui fait vivre, etc. Il faut déjà commencer à lutter ça. Donc le parent apprendra le vivre ensemble, l'enseignant apprendra le vivre ensemble, etc. Sorti de là, le gamin ira bouffer chez McDo.
Non, mais il y a tout ça aussi, la conscientisation, elle est immense, vous pensez bien. On est tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il faut. Il y a des images de fait, pour. Oui, mais on ne peut pas baisser les bras. On ne peut pas baisser les bras. En France, je cite une ville, la ville de Nice. La ville de Nice vient d'ouvrir la première maison de la paix méditerranéenne. C'est le CLUM, c'était le centre universitaire méditerranéen. C'est devenu aujourd'hui la maison de la paix, la maison méditerranéenne de la paix. Et donc, et là, ça va être des passages on va prendre des écoles pilotes, des élèves de certain âge, donc à plusieurs âges, de primaire et puis dans le collège, à partir du 6e, 5e, etc., pour faire des groupes et essayer avec eux, parce que la ville de Nice veut voir, elle veut essayer quelle répercussion ça va avoir sur les enfants. Donc il faut jamais baisser les bras. Tant qu'on est sincère, attention, parce que ça, on est dans l'associatif, quand on parle du vivre ensemble, quand on parle de paix, il faut être soi-même dans cet état. On ne peut pas, dès qu'il y a un faux pas, tout tombe à l'eau. Donc, il faut incarner cette réalité, il faut qu'on ait confiance en vous. Véritablement, ce que vous dites, c'est ce que vous pensez. Et c'est pas, vous détournez pas des choses, dans un but ou un autre. Nous sommes que des êtres humains, on a tous les défauts. Mais au moins d'être sincère dans ce qu'on fait, et ce qu'on fait, on le fait pour le bien, quand même. Moi, je voudrais reparler de la responsabilité individuelle, parce que j'entends parler de l'organisation politique, de ce qui peut être mis en place dans les écoles, dans l'éducation, mais il me semble qu'il y a aussi beaucoup qui passe à travers l'inconscient, à travers le mimétisme, et je vois pas comment, avec la meilleure organisation du monde, on arrivera à éviter que des adultes qui n'ont pas géré leur propre violence, leurs propres blessures, ne transmettent pas ça aux enfants. Donc, moi, la question que je me pose, de façon générale, je la partage avec vous, c'est comment on fait, sans attendre forcément que ça vienne des politiques, parce que c'est pas forcément du tout leur rôle d'ailleurs, parce qu'ils sont plutôt dans l'organisation, comment on fait pour que dans la société, chacun s'observe, s'interroge, et puis j'ai envie de dire prenne soin de lui pour justement gérer sa violence, ses blessures, parce que si je regarde autour de moi et que je pense à tous ceux que j'ai vus franchir le pas de la violence, eh ben, ils avaient en commun quand même de pas se sentir considérés, de pas se sentir valoir quelque chose dans notre société. Alors je pense que ce sentiment de considération, d'être quelqu'un, eh ben, c'est quelque chose qu'on peut contribuer à faire vivre tous, et que sans s'en rendre compte tous, et ben des fois peut-être qu'on contribue justement à ce que l'autre se sente rien, parce que juste comme il a pas, moi je sais que je sais parler, mais il y en a plein qui n'ont pas le langage reconnu, apprécié. Il y en a qui, parce que justement ils s'expriment autrement, on va pas les écouter, on va pas les regarder, ou parce qu'ils ont une attitude qui met mal à l'aise, parce qu'on est tous, je me mets dedans, des fois rapidement mal à l'aise, donc ils se sentent rejetés, et puis finalement, moi quand j'observe autour de moi, c'est souvent ce sentiment de valoir rien qui fait qu'à un moment, la paix, elle est plus là, quoi. Voilà. Je peux prendre la parole, pardon. Je vous en prie, Madame. je vous en prie. Alors, de par mon métier, j'ai l'occasion de mettre en place des objectifs qui tendent un petit peu vers ce que le chef met en place. Nous, on l'appelle la sève, c'est-à-dire c'est la même qui coule dans l'arbre, et c'est le savoir-être et le vivre ensemble. Et vous avez vu effectivement des enfants qui ont sombré dans la violence, mais j'en ai vu également qui
qui ont rejoint la lumière et la paix. De par mon métier, effectivement, parce que vous avez parlé d'une notion qui est en filigrane, c'est les acteurs éducatifs. C'est ce que j'ai entendu, en tout cas. Et il n'y a pas que les parents. Il y a des enseignants, il y a des intervenants périscolaires, il y a des équipes médicales également qui sont là, qui accompagnent en tout cas ces enfants. Et j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire parce que, encore une fois, il faut avoir un objectif. Si on n'a pas d'objectif, eh bien on ne sait pas où on va. Et pour ma part, on est venu en famille et je suis heureux de participer en tout cas à cette conférence que vous présidez, qui appelle le vivre ensemble et la paix. Parce qu'effectivement, on peut vivre ensemble en se tolérant. Sauf que je suis absolument. Et je suis un petit peu comme Goethe. C'est-à-dire que Goethe disait c'est insulter. À choisir vers l'acceptation de l'autre plutôt que la tolérance. Et alors là, c'est plus personnel. Alors, je ne vous connais pas forcément, chef, mais je vous connais en tout cas de par vos interventions télévisuelles, également en podcast sur les radios, mais aussi par vos ouvrages. Et je voulais vous poser une question qui peut-être vous fera sourire, mais quelle vérité cherchez-vous? Merci. Oui, après, je voulais aussi éventuellement revenir sur le début de vos propos, à propos de la résolution sur la paix. Je vais peut-être être un petit peu contradictoire par rapport à ce que, alors que je suis d'accord avec vous, mais c'est pour faire avancer la chose. Est-ce que la résolution pour la paix, c'est utile? Est-ce que ça sert à quelque chose? Ou est-ce que c'est un simple vœu pieux que l'on met, etc. Il faut savoir que le mot résolution a deux sens. Le premier, c'est le synonyme de solution. C'est donc amener une solution. Mais en droit, résolution a un autre sens. C'est la rupture du contrat. La définition, excusez-moi, exacte, consiste dans l'annulation des effets obligatoires d'un engagement en raison principalement de l'inexécution fautive par l'une des parties. Est-ce que, en ce moment, avec ce que l'on vit avec la guerre Russie-Ukraine, la Russie a signé la résolution pour la paix? Elle l'a signé. Elle l'a signé. Et l'Ukraine l'a signé. Et l'Ukraine l'a signé. Et 193. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, c'est problématique. Oui, mais alors justement, on peut se poser la question, on signe une résolution, si en arrière-pensée, la résolution c'est la rupture du contrat, un de ces quatre, ou c'est un vœu pieux. Alors, le vœu pieux. Alors, à quoi ça sert? Alors, à quoi ça sert? Ça a servi énormément, et ça sert encore. C'est que ça nous a permis de mettre la médiation en Europe. La médiation préventive et la médiation. Pour ne pas rentrer trop dans les détails, ça a permis, et aujourd'hui, les médiateurs, à travers l'Europe déjà, on a tous les présidents, tous les médiateurs d'Europe, grâce à cette résolution, on a pu trouver le moyen de mettre la médiation en œuvre. Parce que la médiation, c'est de prévenir le conflit. Donc, comment prévenir le conflit? Ça, c'est la
la première partie de la médiation, et la deuxième, s'il y a conflit, comment réparer le conflit. Donc, la médiation préventive et la médiation réparatrice. Et ce mouvement, rien que cette année, on a formé à la Sorbonne, au mois de juillet, parce que c'est une formation qui dure presque 2 ans, on a formé plus de 130 médiateurs et médiatrices. Rien que sur Paris. Sur Paris uniquement. Donc ça permet aujourd'hui de faire que la médiation reprenne. Parce que la médiation, on l'a vidée de sa substance. Et aujourd'hui, les gens font une confusion totale parce que la véritable médiation, comment je peux le dire, aujourd'hui, elle est devenue un métier d'avocat, de spécialiste, et on a petit à petit, c'est devenu un business. Son esprit est parti. Donc, et par cette journée, donc, elle est devenue aussi la journée internationale de vivre ensemble, en paix, et la journée de la médiation. Et la journée de la médiation, donc chaque année, cette année, ça a été à Saint-Denis, la rencontre internationale a été dans la ville de Saint-Denis. L'année prochaine, c'est à Turin. En Italie, c'est la ville de Turin qui va accueillir à la fois, parce que chaque année, il y a une capitale, en quelque sorte une ville qui devient capitale du vivre ensemble, elle incarne ce vivre ensemble en paix, et en même temps de la médiation. Donc on cherche comment trouver les moyens de faire que ce message puisse de plus en plus occuper et servir comme instrument de réconciliation. Ça ne vous a pas étonné, on parle de guerre, on parle jamais de médiation, il n'y a pas de médiateur. C'est quand même étonnant. Oui, mais on parle de résolution, il y a des conflits, on va citer du Moyen-Orient, il y a 35 résolutions qui n'ont jamais été respectées. Mais elles sont là. Donc, mais elles sont là. Elles sont là. On peut envoyer tous les médiateurs derrière. Il y a des médiateurs qui sont très orientés. C'est ce que je dis, ceux qui ont enlevé l'esprit de la médiation, parce qu'un médiateur doit être neutre, un médiateur doit... Il y a des critères. Et là aussi, il faut former les gens. Parce que ça aussi, c'est une formation. Quand vous formez des médiateurs avec cette notion de la paix, de cette culture de paix, pour qu'il vienne en apaisant les choses. Et pas seulement de devenir quelqu'un qui... au plus enfant, je dirais. Et au milieu de tout ça, je reviens au propos de madame, on oublie la philosophie de base de l'homme qui est un animal, et qui est par définition violent, qui par définition dominant, qui par définition... Le pire et le meilleur est en chacun. Donner le pouvoir aux femmes. Je pense entre les femmes et les hommes, il n'y a pas de grande différence. Je disais l'homme. Oui. Il n'y a pas une grande différence. Alors, peut-être que la République faut éviter Non, moi je parle de la bête, parce que les animaux les animaux se font moins de mal que les hommes. L'animal, il devient féroce, c'est pour manger. Mais une fois qu'il a mangé, cette violence, c'est pas une violence réfléchie. C'est pas une jouissance. Nous, on a de la jouissance dans la violence. C'est ça qui est pire. C'est-à-dire, nous sommes capables du meilleur et du pire et dans la même personne. Vous voyez quelqu'un caresser un chien et vous le voyez torturer son prochain. En même temps. C'est pour ça que ça va
93 qui ont signé, c'est des gros hypocrites. Parce Non, que, non. certains des représentants de dictateurs qui brûlent, qui. Non. Aux Nations Unies, ils représentent. Non, ils ne représentent pas leurs dictateurs, ils représentent leur pays. Ah bah oui, mais on ne peut pas mettre tout le pays dans le sac, même si c'est un dictateur. Excusez-moi, j'ai juste une question. Pensez-vous vraiment possible la diffusion ou l'infusion de la paix à travers le monde, l'infusion et la culture de la paix, sans une lutte contre l'esprit de prédation, sans une lutte contre les dogmes qu'ils soient économiques, religieux? Est-ce que vous pensez vraiment que cette équation est possible? L'éducation, encore une fois, l'éducation. Tout n'est pas possible aujourd'hui. Ce qui n'est pas possible aujourd'hui ne deviendra demain. Il y a beaucoup de choses qui étaient impossibles. Pourquoi on n'investit pas? Quel est l'investissement? Vous savez combien coûtent aujourd'hui les conflits, combien ils coûtent à l'humanité? Oui, mais combien ils coûtent? Oui, combien ils coûtent? 17 000 milliards. Ça, c'est le chiffre des Nations Unies. 17 000 milliards. Imaginez le chiffre. Et ça, c'est au niveau monétaire. C'est 13,4% de l'économie mondiale. Qu'est-ce qu'on consacre à la paix? Dites-moi. Dans le budget de la France, montrez-moi combien la France consacre à la paix. Ou l'Italie, ou l'Angleterre, ou les États-Unis. Allez-y, dites-moi. Le budget des armées. S'il vous plaît. Non, le budget des armées, c'est autre chose. Non, mais ça, c'est le budget des armées. Moi, je pense qu'est-ce qu'on consacre au budget de la paix. C'est une plaisanterie. Mais pour le coup, il y avait beaucoup de points sur lesquels je voulais rebondir, mais beaucoup aussi sur des questions. Enfin, par rapport à des gens qui ont posé des questions. Et du coup, en fait, quand on parle d'équation aussi, une des premières choses qu'on apprend en sciences éco sur le système tel qu'il fonctionne en Occident, c'est que 2 plus 2 font 5. Donc déjà, ça trahit les mathématiques. Donc déjà, il y a un problème. En fait, c'est le système économique tend à faire que 2 plus 2 fasse 5. Mais 5 dans les profits et pas 5 dans les forces humaines. Donc, voilà. Après, quand on parle de l'animalité, moi, en fait, ça me choque de parler d'animalité parce que vous disiez vous-même l'animalité de l'homme, parce que les animaux, d'une manière générale, ne sont pas violents pour rien, ne sont pas de manière délibérée, agressifs, violents les uns envers les autres. C'est par nécessité, en effet. Le plus souvent. Il y avait, bon, ça me trouble un peu d'entendre ma voix. Pour le coup, quand on parle de culture de la paix, évidemment, la base, c'est d'abord de travailler sur ça, ces violences. Et ça fait partie de l'éducation à la paix et de la culture de la paix. C'est de reconnaître, en effet, mais pour moi, ça semble évident que ça part de là pour travailler dessus. Et s'éduquer à la paix. Et la solution, c'est aussi pour les gens qui ont grandi, souffert, et qui ont été imprégnés des violences dans la petite enfance. En effet, la solution, c'est l'amour, c'est l'accueil, l'acceptation et l'accompagnement vers cette culture-là. Il y avait peut-être d'autres points, mais là, ça me... Moi, j'ai l'impression d'être à l'église depuis tout à l'heure. Alors, il y a une question quand même qui est restée en stand-by. Ouais, je veux bien finir aussi sur les histoires de guerre, en fait. Est-ce que tous les Ukrainiens, est-ce que le peuple russe voulait subir tout ça? Est-ce que tous les peuples par le monde veulent subir et aller au front et faire de la chair à pâté? Non, c'est une histoire d'amour du pouvoir de certains dirigeants. Et voilà. Avant juste de prendre votre question, madame, il y a une question qui est en suspens. Oui, la question. Quelle est la vérité que vous cherchez, cher économiste? Mais écoutez, la vérité, je pense que chacun cherche
C'est la quête de toute une vie. Moi, ce que je cherche, c'est d'être d'abord en paix avec moi-même. C'est la première des choses. Et c'est pour ça. Excusez-moi, pardon, parce que je suis obligé d'intervenir. Trouver la paix avec soi-même. Oui. C'est parce qu'il faut avoir la paix avec les autres. Il faut avoir raison avec les autres. Oui, absolument. Ok. C'est juste que je voulais intervenir comme ça. Absolument. Avoir la paix. C'est pas une façon d'être égoïste. Non, loin de là. D'accord, ok. C'est bon, j'ai su la deuxième. Loin de là. Parce que la paix avec soi nous permet de la partager avec les autres. Ah, pardon, j'ai cru que j'allais trop long. Ça permet de partager avec les autres. D'accord. Parce qu'une chose qui ne se partage pas, c'est une chose qui ne prospère pas. La prospérité est dans le partage. Et la paix nous amène. C'est pas Dieu qui nous a dit ça? Si vous voulez, si vous êtes en communication avec lui. Bien sûr que c'est Dieu qui nous l'a dit, c'est écrit dans la Bible. Tant mieux. Et c'est écrit dans tous les livres, dans les Upanishads aussi, et dans les évangiles aussi, et dans le Coran aussi, et même chez les animistes, même si c'est pas écrit, ça fait partie de leur sagesse. Je vous laisse finir, et si jamais votre élocution elle est bonne, on se parle après. D'accord. Merci. Donc j'ai des points à gagner. Quant à la vérité, je vous dis, cette vérité, c'est de pouvoir se retrouver avec moi-même, en paix avec moi-même, pour être en paix avec le prochain. J'ai eu la chance d'avoir une éducation qui m'a permis ça. Je suis né dans une maison, dans une famille, il y avait 120 personnes. Donc, quand vous naissez déjà dans un milieu où il y a 120 personnes, votre mère, et puis vous avez trois enfants qui sont aussi votre mère, ma grand-mère, donc, on est dans un milieu qui déjà vous prépare à se vivre ensemble. Et moi, je l'ai eu très tôt. Donc, c'est quelque chose qui m'a marqué durant toute ma vie. Et j'ai été aussi un enfant de la guerre d'Algérie. Faut pas l'oublier. Quand l'Algérie a eu son indépendance, j'avais 13 ans. Donc, les 7 ans de guerre, je les ai vus. J'ai vu des morts à côté de moi. J'ai vu des gens être assassinés. J'ai été témoin, je les ai vus. Et ça vous marque. Cette violence bestiale, pour ne pas dire animale, cette violence bestiale, je l'ai vue, je l'ai sentie. J'ai vu le sang couler, le sang des innocents. Donc, quand vous faites la somme de tout ça, vous dites, quel sens donner? Quel sens donner? C'est être utile à soi et être utile aux autres. Vous ne pouvez pas être utile à vous-même si vous n'êtes pas utile aux autres. Qu'est-ce que vous allez partager avec ceux que vous aimez, ceux que vous connaissez et ceux que vous ne connaissez pas? Moi, je vais dans tous les pays. Il n'y a pas un pays où je n'ai pas d'amis. Je vais dans toutes les religions. Il n'y a pas dans une religion où je n'ai pas des gens qui me reçoivent, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient catholiques ou protestants ou orthodoxes ou animistes ou bouddhistes. Je venais souvent, j'avais un Karmalik, c'est pas loin d'ici, hein. C'est pas là-haut, je ne saurais pas. Mais je sais que c'est pas loin de Grenoble, et c'est là où j'ai rencontré le Dalai. Il y a eu la rencontre de Dalai Lama en 2002, je crois. Donc, si je connais l'exemple, c'est l'exemple d'un chapelet. Si vous prenez un chapelet ou un collier de perles, vous avez, chaque perle a une couleur différente. Chaque perle a sa brillance. Mais vous avez quelque chose à laquelle personne ne fait attention. C'est le fil qui permet c'est ce fil qui permet à cette humanité d'exister, à ces perles de briller par leurs couleurs différentes,
Et c'est là où on est extasié devant cette beauté qui souvent, nous ne la voyons pas. Nous voyons que l'adversité, nous voyons que la violence, nous voyons que ce qui est négatif. Et surtout quand on a une presse ou des médias derrière qui ne soulignent que ça. Ah, il arrive un moment de saturation où on ne voit le monde qu'en noir. Donc essayons aussi de le voir autrement. Essayons de voir les enfants qui sont encore innocents, qui eux n'ont pas encore ils n'ont pas été lobotomisés, formatés par une éducation. Ça c'est ton ami, ça c'est ton ennemi, ça c'est noir, ça c'est blanc, ça c'est bien, ça c'est mal. Essayons de voir cette innocence des enfants en nous et d'essayer de voir que, bon, ben, c'est comme on vient de Nord, la première des choses qui frappe, c'est ces montagnes. Une ville, on chassait comme ça dans ces montagnes vertes, avec ces arbres magnifiques. Et toute cette beauté, nous voyons que la laideur. Il n'y a pas que la laideur dans le monde. Donc essayons de voir par d'autres yeux, et c'est cet œil de la conscience. Nous sommes des gens, et il faut rendre grâce, nous sommes dans un pays en paix. Nous sommes dans un pays quand même s'il y a ceux qui ont les mois difficiles. Qui vendent des armes. Pardon? Qui vendent des armes. Qui vendent des armes. L'évangélisme veut dire qu'on ne participe pas au conflit mondial. On pense toujours que les guerres sont dans d'autres pays, mais toutes les guerres sont maintenant internationales. Mais bien sûr, je suis d'accord avec vous. Regardez, quand on a fait... Dans des conférences comme ça, moi je suis complètement d'accord avec vous, le fil, le chapelet, et dans les métaphores bibliques, quand tout conflit, donc il y a la Syrie, on a pensé que c'était la Syrie, mais non. Tout le monde bien sûr que non. Justement, c'est le fil. C'est le fil. C'est localisé géographiquement. Mais on fait croire à la bonne conscience, en ouvrant sa télé le soir, que la terre est ailleurs. Je pense que ce qu'il essaie de dire, en fait, non, mais je l'entends, si vous me permettez, nous, on c'est va que, tous avec ça, pas nous prendre bien sûr, mais ce que je veux dire par son image, c'est créer du lien avec ce fameux fil, mais au niveau local, avec les siens, ceux qui nous entourent. Je pense que c'est ça. Et ça paraît même une base qu'on acquiert, il me semble. Mais il faut revenir à ça, et c'est peut-être ça qu'on a perdu. Je pense que voilà. Et reculer sur son action. On peut chercher les responsables à l'extérieur de soi, et revenir à soi. Et... Oui, mais justement, il y a beaucoup de théories pour le moment qui sont peut-être aussi des théories, des philosophies qui travaillent beaucoup autour du bien-être de la personne. Cette personne, généralement, c'est des qualités très individualistes, et on verra l'investissement collectif quand même. Il y a quand même beaucoup de choses où la personne, il a son bien-être, son... Oui, mais c'est des extrêmes, en fait. À chaque fois, mais non. Là, j'entends des gens qui disent qu'il faut commencer par soi-même. Il faut qu'il y ait des représentants, tous les appuis politiques qui portent, etc. Chacun ne va pas aller gouverner, etc. Donc l'association... En termes de perspective d'action, c'est plus facile d'agir sur soi-même et puis son échange. Oui, mais vous voyez, il y a beaucoup de choses à changer, il y a des conflits, etc. Il n'y a pas beaucoup de monde dans la rue pour réclamer la fin de cette guerre, dynamiquement de Doucement. Concentrons. Parce que sinon. J'ai une petite question pour vous, madame, justement. C'est que quand vous dites la collectivité aussi a son rôle à jouer, je vais vous poser une question. La violence conjugale, par exemple, la violence contre la femme, qui doit faire l'effort? L'État peut pas élever un homme violent. C'est pas ça. Donc l'homme qui est violent, ou bien une personne qui est violente, va commencer par soi-même. En 90, je sais plus les dates, il y a eu un traité ou un accord international, monsieur peut-être sait mieux que moi, mais contre la violence à l'égard des femmes. Cette loi a été adoptée que tardivement, dans des pays comme des pays nord-africains, etc. Certes, la violence continue, mais je peux vous dire que dans certains pays, dans le pays dont je suis originaire, là, maintenant, il y a des lois qui interdisent
le harcèlement dans les rues, il y a des lois qui pénalisent de manière encore plus drastique, je ne dis pas que c'est parfait, mais au moins on commence à voir petit à petit des petits résultats. Donc finalement, est-ce qu'on ne peut pas se permettre de se dire que des petits efforts sur soi-même peuvent impacter la collectivité, parce que les États, oui, certes, on est conscient que... Ce que vous évoquez là, c'est bien parce qu'il y a une discussion juridique, ou que le calendrier C'est initié par peut-être C'est leur sujet. Oui, bien sûr. La collectivité, c'est la somme de plusieurs commençants. Et je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Moi, je chantais, chacun à son niveau et chacun selon ses activités. Mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut faire les deux en parallèle. Ce que je voulais intervenir pour dire tout simplement que je crois fortement à l'éducation de la paix, que je crois qu'il ne faut pas désespérer, il faut la faire, que j'ai pas l'expérience de toutes les douleurs que vous avez eues en vivant la guerre. Moi, j'ai simplement vécu l'école. J'ai 76 ans et je peux vous dire que les conditions, même si on parle toujours de Jules Ferry, d'école, etc., c'était quelque chose de très dur, l'école, et que j'ai vécu d'une façon très difficile parce que on était punis, on était tapés, on avait la règle sur les doigts, on nous enfermait dans des cachots et c'était pas loin, c'était Poiron. Donc c'était dans la région. Donc je crois que l'école, même si l'école reste très dure, et en particulier les élèves entre eux, au niveau de l'enseignement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour apprendre la paix dans les écoles, pour que les gifles soient bannis, pour que les coups de règle sur les doigts soient bannis, et pour moi, c'est tout simple, et bien ça commence par là. Merci. Poser des questions. Oui, malheureusement, en fait, aujourd'hui, c'est dans le système d'éducation nationale, et dans certaines écoles en particulier, c'est la pratique de l'humiliation. Donc c'est une autre violence qui n'est pas forcément, qui est loin d'être meilleure.